Et salut tout le monde, c'est Benoît F1. Et on se retrouve pour le débrief du Grand Prix du Brésil. On est 2 jours après et je pense que tout le monde ne se remet pas de la course qu'on a eue dimanche dans les 15 derniers tours à peu près. On a eu d'abord la course, elle a été divisée en 3 parties. La première partie, genre dans les 30 premiers tours, elle était intéressante point de vue stratégie puisque bah, vu qu'il n'y a plus pendant les essais libres, tu te dis bah, les pneus, tu sais pas comment vont fonctionner. Ensuite, on a une deuxième partie, donc entre le 30e et à peu près dans les 50 tours, on a une petite période chiante où ça suivait. Et après, on a eu 15 tours, même un peu plus de 15 tours. C'est mieux, je pense, que l'Allemagne 2019. Mais ça sera après, puisque d'abord, on va commencer par la séance, enfin les résumés des essais libres. Donc FP1, qu'est-ce qu'on peut noter? Eh ben Albon, qui se crache en FP1 dans les derniers, dans le dernier virage. Enfin le virage, enfin pour moi c'est le dernier virage parce qu'après bon c'est une longue courbe donc bon on va pas dire qu'il y a des virages dessus. Donc c'est plus le dernier virage donc qui tire tout droit parce que piste humide encore puisqu'il a plu. On avait commencé la séance en wet, intermédiaire puis slick dans les grosso modo dans les 10 dernières minutes, tout en faisant quand même le meilleur temps de la séance, mine de rien. En même temps, le Brésil, c'est plus un circuit Red Bull parce que le deuxième secteur, c'est plus la partie que Red Bull aime puisque vu que Red Bull a un meilleur appui que Ferrari ou Mercedes, c'est c'est la partie qu'aime Red Bull. On l'a vu en course, en qualif aussi. Donc ce qui fait que 4 pilotes n'ont pas fait de temps, à savoir Grosjean, Perez, Verstappen et Hamilton. Ensuite, deuxième séance d'essai libre, Kubica dans le mur. C'est assez gros crash quand même pour Kubica. Bon après on change pas les bonnes habitudes. Et une série noire pour Toro Rosso puisqu'ils voient leurs deux bagnoles abandonnées aux essais libres 2. Tous deux, alors Gasly c'était un problème moteur mais apparemment ça a été fait exprès justement. C'était un moteur qui avait fait beaucoup de kilomètres et qui était vraiment sur le point de craquer. Donc ils avaient quand même un moteur quand même de rechange au cas où. Et Kiat, ça a d'abord commencé par un crash. Et apparemment ce crash a fait surchauffer le moteur au point de le brûler. Donc ce qui fait qu'on peut dire que les deux Toro Rosso ont abandonné sur problème mécanique. Donc voilà, Essay Bro 3, perso, j'ai pas remarqué quelque chose de notable. À part, bon, domination Red Bull, donc Red Bull et Ferrari, donc j'ai pas trop, j'ai pas trop trouvé, j'ai pas trop trouvé de trucs intéressants à raconter pour les essais Pro 3. Les qualifications. Donc on va commencer direct par la Q1, évidemment comme on fait d'habitude. Et le premier truc notable, c'est Carlos Sainz qui a un problème moteur. Donc du coup il a pas pu faire de temps. Malheureusement, donc il part dernier. Donc les éliminés Kiat, Stroll, Russell et Kubica, plus Sainz effectivement. Kiat qui élimine en Q1, bon il a fait un tour qui était pas bon, hein. Il faisait il faisait une erreur quasiment à chaque virage. Donc ce qui était dommage, je crois qu'il y avait une trentaine de millièmes je crois sur Perez pour passer en Q2. Donc c'est dommage pour Denis Kiat. Bon, Kubica qui se fait mettre 5 dixièmes par Russell. On est pour l'instant à 20-0 de Russell sur Kubica. Donc Alonso Van Dorn, bonsoir. Donc voilà. Ensuite, la Q2, les éliminés. Donc Norris, Ricciardo, Giovinazzi, Hülkenberg et Perez. Donc serré quand même entre Ricciardo, Giovinazzi et Hülkenberg puisqu'ils se séparent en 20 millièmes, même pas 20 millièmes.
Norris qui passe pas la Q2, donc depuis l'Espagne, il me semble. Donc, la dernière fois qu'on n'a pas eu les deux McLaren en Q3, c'était en Espagne. Donc ça remontait. Et puis, qui on trouve en Q3? Raikkonen et les deux As. Les deux As qui retrouvent eux la Q3. La dernière fois qu'ils avaient fait une Q3 avec les deux voitures, c'était Espagne également. Et la dernière fois que Raikkonen ait fait une Q3, c'était Italie, justement, parce qu'il s'était craché. Donc ça faisait quand même un petit moment pour Raikkonen. Et donc, le top 10, donc 10 Magnussen, 9 Raikkonen, 8 Grosjean, 7 Gasly, 6 Albon, 5 Bottas, 4 Leclerc, 3 Hamilton, 2 Vettel et 1 Verstappen, qui donc prend sa deuxième pole position, troisième véritablement avec le Mexique. Enfin, on sait pas si on compte la pole, le Mexique. Enfin, deux véritables deuxième pole pour Verstappen, mais vraiment c'était la troisième du coup. Qui met quand même une petite pilule de 1 dixième sur Vettel, 2 dixièmes sur Hamilton, 4 dixièmes sur Albon quand même. Puis derrière, Grosjean qui met un petit 2 dixièmes même pas 2 dixièmes à Magnussen. Donc 8 et 10, enfin 7 et 9 du coup avec la pénalité de Leclerc. Puisque Leclerc, on le savait depuis... après le Grand Prix des États-Unis, il y avait une annonce comme quoi Charles Leclerc se prendrait 10 places de pénalité pour le... Enfin, c'était 10 places, mais on sait minimum 10 places, mais on savait pas encore vraiment le nombre de pénalités qu'il allait se prendre. Donc finalement, c'était 10 pour avoir justement changé le moteur à combustion interne, donc il se lance de la 14e position. Et Carlos Sainz, qui partait de dernier, change tout le moteur. Donc je crois que ça doit être 40-50 places de pénalité. Donc du coup, ça affecte pas sa place sur la grille. Le départ, Verstappen prend un bon départ. Comme à son habitude, quand il part en pole, enfin quand il part en pole c'est la deuxième fois, tout de suite il se décale à l'intérieur. Justement pour pas se faire piéger par ceux qui arrivent derrière. Donc je trouve que c'est une très bonne stratégie quand même de la part de Verstappen. Après, derrière, Hamilton prend l'extérieur sur Vettel. Vettel qui est abonné aux extérieurs puisqu'il se prendra un autre extérieur beaucoup plus tard dans la course. Donc suit Valtteri Bottas et Alexander Albon. Donc Alexander Albon P5. Et derrière, belle bataille entre Leclerc, Norris et Ricciardo dans la remontée des stands. Avec notamment un petit tassage couillu de Norris sur Ricciardo dans la ligne droite après les S. Justement, deuxième tour, Leclerc passe Norris dans la ligne droite, Ricciardo essaie d'en profiter, mais Norris ferme la porte à la Renault. Bon, ça a été quand même propre. Donc le top 10 à la fin du deuxième tour, Verstappen, Hamilton, Vettel, Bottas, Albon, Gasly, Grosjean, Raikkonen, Magnussen et Leclerc. Donc techniquement, devant ça n'a pas bougé, à part Hamilton qui avait passé sur Vettel, Leclerc qui remonte déjà 10ème après deux tours. Pour l'instant, c'est une belle remontée, en même temps il partait en soft, en médium, pardon. Tour 4, Raikkonen passe Grosjean pour la 7ème place, alors qu'un peu plus loin, c'est Leclerc passe Magnussen et pointe au 9ème rang. Donc là, vous voyez que Magnussen, il commence un petit peu à perdre des places. Bon, en même temps, c'est l'as. 5ème tour, Leclerc continue sa remontée en dépassant Grosjean dans les S. Le pilote Ferrari est désormais 8ème. Et puis 7ème tour, 2 tours plus tard, c'est Raikkonen maintenant de se faire passer par le pilote monégasque. Même virage dans les S et il pointe 7ème. Alors que pendant ce temps-là, les Renault partis en M, enfin en médium, ils galèrent un petit peu au milieu du peloton. Puisqu'ils sont 14 et 17ème. Donc Ricciardo 14ème et Hülkenberg 17ème. Et il y a même une Renault qui va se retrouver en fond du peloton, c'est celle de Ricciardo. Puisqu'il attaque Magnussen dans le virage numéro 4. Mais Ricciardo n'a toujours pas compris que il a plus de Red Bull, il a plus une Red Bull mais une Renault. Ça fait quand même 8 mois qu'il est chez Renault. Donc du coup, dive bomb, il bloque les roues, il harponne l'as du Danois. Pour une fois que Magnussen n'a rien fait puisqu'il laisse quand même largement la place. Donc ce qui fait que Magnussen part en tête à queue, donc il repart dernier.
et aileron avant cassé pour Ricciardo qui se fait passer dans la foulée par Sainz. Ensuite, 9ème tour, donc arrêt de Ricciardo pour des softs, l'Australien ressort bon dernier. Pendant ce temps, Leclerc vient à bout de Gasly et passe 6ème. Donc il a quand même fallu 9 tours pour que Leclerc repasse dans le top 6. 11ème tour, Verstappen compte 2 secondes 3 d'avance sur Hamilton et 4 secondes 8 sur Vettel. Donc Verstappen qui commence un peu à creuser l'écart. Au même moment, la FIA ouvre une enquête sur l'incident entre Ricciardo et Magnussen. Bon, ce que je pense de l'incident entre Ricciardo et Magnussen, incident de course, mais Ricciardo reste quand même stupide. Parce que bon, ça fait trois fois qu'il tente un dive bomb pour dépasser un pilote. Sur les 3 fois, il y en a 2 où il harponne un pilote. Bakou et bah là au Brésil, Bakou avec Danny Kiat, rappelez-vous, c'était au virage numéro 3. Ricciardo faisait un dive bomb sur Danny Kiat, les deux allaient dans l'échappatoire et bah Ricciardo faisait la marche arrière et puis caméra de recul il l'a pas et il tape la Toro Rosso de Kiat. Au Mexique, il avait failli d'harponner Pérez au premier virage en tentant la même manœuvre. Bon, il a bloqué les roues, il a quand même failli se prendre le mur puisque la raquette qui se prend à la sortie de l'herbe. Et puis bah là, il harponne Magnussen, donc bon, il ruine quand même la course du pilote danois qui aurait pu finir dans les points avec la course qu'on a eue. Donc pour moi, c'est un incident de course, mais avec un bon 90, un bon même 95,5 pour Ricciardo. Donc du coup, bah, Daniel Ricciardo se prend 5 secondes de pénalité pour l'accroche avec Magnussen, qui donc observera la pénalité au stand comme Kubica. Tour 16, Ricciardo revient petit à petit sur les Williams. En même temps, les Williams partaient en médium, Ricciardo était en soft. Donc si tu rattrapais pas les Williams, c'est que vraiment la Renault était nulle part. 17ème tour, Verstappen contrôle sa course, le néerlandais a 2 secondes 5 d'avance sur Hamilton, alors que Mercedes demande à Bottas de passer au plan B, sans savoir ce que c'est que le plan B justement. Donc à voir ce que l'ingénieur, enfin le team principal de remplacement, puisque comme vous le savez, Toto Wolff n'était pas là justement au Grand Prix du Brésil, il était à Brackley en Grande-Bretagne pour régler des dossiers. Il était quand même comment dire, en, en communication avec le pit walk pardon enfin le muret des stands quoi, Mercedes au Brésil. Donc c'était la première fois depuis qu'il est chez Mercedes, donc depuis 2013, qu'il s'absente pendant un week-end de Grand Prix. Ensuite, 21ème tour, Hamilton s'arrête au stand et prend des softs. Il ressort 6ème derrière Leclerc. Donc, clairement une stratégie à 2 arrêts. Et 22ème tour, un tour plus tard, c'est au tour de Verstappen de s'arrêter au stand et repasse aussi les softs. Mais au bout de ligne droite des stands, la Red Bull manque de s'accrocher avec Kubica et ressort derrière Hamilton. Donc un safe release de la part de... Alors, je sais pas trop comment on dit, je crois que c'est un safe release de la part de Red Bull, puisqu'il s'est fait gêner par une Williams. Je crois que ça doit être un truc comme ça, je sais plus trop les... Enfin, je me perds un petit peu, je sais pas si c'est un safe release de Williams justement pour avoir gêné la Red Bull, ou est-ce que c'est un safe release de la part de Red Bull parce qu'il s'est fait gêner par une Williams. Enfin, dites-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est un safe release de Red Bull pour s'être fait gêner par une Williams. Je crois que ça doit être dans cet ordre-là. Et bah il ressort derrière Hamilton, l'undercut qui a fonctionné pour Mercedes. Au tour 23, Hamilton prend l'extérieur sur Leclerc dans le dernier virage, ce qui en profite à Verstappen qui va aussitôt dépasser le Britannique dans les S pour reprendre la tête virtuelle. 24ème tour, Hamilton vient à bout d'Albon et passe 4ème. Puis un tour plus tard, Vettel s'arrête au stand et chausse les M.
Donc il fait potentiellement une stratégie à 2 arrêts, donc qui consistait à faire soft, medium, soft, peut-être. Et la FIA ouvre une enquête sur l'incident entre Verstappen et Kubica. 27e tour, arrêt au stand de Bottas qui chose des hard. Un peu plus tard, Grosjean s'arrête aussi et prend des médiums. Donc Bottas qui tente vraiment le pari à un arrêt, mais les pneus hard, c'est pas trop les pneus qui ont fonctionné lors du week-end de Grand Prix. Ça faisait un petit peu, comment dire, ça faisait un peu un trompe-l'œil puisque la température de la piste était quand même assez élevée, plus de 50 degrés. Donc du coup tu te dis ouais les softs ils vont mourir, donc du coup les hards ça semble être la meilleure solution. Non en fait les hards ça a marché pour personne. Donc, euh, donc voilà. 28e tour, Vettel prend le meilleur sur Leclerc en difficulté avec ses pneus, il prend la troisième place. C'était propre comparé à ce qu'on va venir après. Tour 30, Leclerc s'arrête et chose des hard, il ressort 6ème, donc soft hard, medium hard pardon. Plus tard, la FIA décide d'infliger 5 secondes de pénalité à Kubica pour unsafe release, qui fera comme donc Ricardo, enfin qui fera comme Ricardo, il fera les 5 secondes au stand. Et on a eu quelques radios, donc notamment de Verstappen et des Mercedes qui se plaignaient du vent. C'est vrai qu'il a soufflé, donc peut-être que c'est ça qui a fait que du mal peut-être à chauffer les pneus, avec les entrées d'air et tout. Donc peut-être que c'est pour ça que Hamilton avait un petit peu des galères, enfin galérait à remonter sur Verstappen, à avoir le rythme justement de la Red Bull. 42e tour, Bottas effectue son deuxième arrêt et chausse les médiums. Logique. 44e tour, Hamilton effectue lui aussi son deuxième arrêt au stand et comme son coéquipier prend les jaunes, il ressort derrière Ricardo. Donc, euh, donc voilà, c'est... Puis vous allez voir après plus tard que la stratégie ne va pas être payante. 45e tour, Verstappen s'arrête au stand des choses des médiums, il ressort 2 secondes devant Hamilton. Donc là, Mercedes voulait encore faire une tentative d'undercut sur Red Bull. Bah, finalement, Verstappen s'est arrêté le tour d'après et il n'a pas réussi. 47e tour, belle bataille entre Leclerc et Bottas, mais la Ferrari reste devant. Enfin une défense, une grosse défense quand même de la part de Leclerc. Mais bon, c'est resté propre, pas de... Non, pas de truc à signaler. Après, bon, dans la ligne droite, Bottas, il avait quand même dû freiner parce que Leclerc décidait de prendre, de défendre à l'intérieur. Défense, ouais, grosse défense, mais bon, Bottas, il est moins agressif que Sainz qui avait tenté quelques tours avant de faire un gros dépassement à l'intérieur sur Perez alors qu'il était vraiment à l'extérieur. Donc, bon, après, faut avoir des couilles, hein, mais après, c'est Bottas qui est pas agressif, pourtant il a une Mercedes. Ensuite, 50e tour autour de Vettel qui de s'arrêter au stand, mais à l'inverse de ses rivaux en médium, il chose des softs, comme je vous l'avais dit, et ressort quatrième. Et puis, tout commence au 54e tour lorsque Valtteri Bottas est contraint d'abandonner suite à une casse moteur. Donc deuxième abandon de la saison pour Bottas après l'Allemagne. Et si je dis pas de conneries, la dernière fois qu'il a abandonné son casse moteur, Bottas c'était Autriche 2018, le fameux. Et le Finlandais fait sortir la safety car. Et oui, parce que la safety car, parce qu'on fait rentrer une grue sur la piste, enfin une grue sur on est obligé de faire intervenir notre grue pour justement dégager la Mercedes de Bottas. Après, bon, tous ceux qui croient aux tentatives aux théories du complot, en se disant que Bottas a fait sortir la safety car pour que le peloton soit resserré, pour permettre à Hamilton de revenir. C'est vrai que on peut dire ça comme ça, mais bon, au final, Hamilton il va se faire plus piéger qu'autre chose, puisque Verstappen et Leclerc en profitent pour s'arrêter au stand des choses des softs.
Ils ressortent respectivement deuxième et cinquième. Et là, ça va commencer maintenant. 60e tour, la relance est donnée et Verstappen passe tout de suite à Hamilton pour reprendre les commandes. Derrière, son coéquipier Alexander Albon dépasse Vettel pour la troisième place. Alors, Albon, il a quand même eu du mal à dépasser Vettel parce qu'il arrivait comme un sac. Il a limite failli couper les S. Après, dans la longue ligne droite, tu te retrouves avec Hamilton, Verstappen côte à côte. Bon, au final, à l'avantage du néerlandais. Et dans la remontée, tu vois Albon qui zigzague un petit peu, donc c'est pas cool, franchement, de la part d'Alexander Albon. Bon, après, il a réussi quand même à garder la position. Ensuite, 63e tour, le Thaïlandais s'attaque désormais à Hamilton qui se bat avec des pneus usés. Et Hülkenberg est sous investigation pour avoir dépassé Magnussen avant la ligne de safety car. Décidément, Magnussen est l'ennemi numéro 1 des pilotes Renault. Ensuite, 64e tour, Vettel s'attaque à Albon, mais l'Allemand n'insiste pas. Et là, deuxième moment fort. Donc franchement, je plains les fans de Ferrari, hein. Puisque là, 66e tour, Leclerc attaque Vettel au premier virage et passe. Déjà Leclerc qui passe à l'extérieur, mine de rien sans Vettel. Mais l'Allemand décide d'être stupide. I am stupide, voilà. Puisqu'il décide de contre-attaquer et s'infiltre, mais les Ferrari se touchent et les conséquences sont terribles pour les Italiens. Abandon pour Leclerc et crevaison pour Vettel qui abandonnera un petit peu plus loin. Alors, la principale question c'est à qui la faute? Alors, au début, j'aurais été tenté de dire Leclerc, puisque euh, Leclerc, j'avais vu un petit peu son handboard. Déjà, Leclerc, bon, il laisse pas suffisamment, je trouve, pas suffisamment de place à Vettel. J'avais vu une photo, mais apparemment, bon, en fait, en gros, c'était nimp, hein. C'était une photo où on voyait Leclerc justement tourner le volant, à droite, donc là où il y avait Vettel justement. Donc tu te dis, ouais, peut-être que Leclerc a mis un coup de droit et tout. Et j'ai revu les images enfin, vu quand on voit vraiment les deux voitures arriver. En fait, Leclerc il garde sa ligne, mais Vettel il s'écarte. Il y a au moins, il se décale, on va dire, de quasiment 2 mètres entre la, la, la zone de réaccélération après les S et au premier quart de la ligne droite. On voit vraiment qu'il y a vraiment un espace qui s'est créé. Et bah en fait, pour moi, maintenant, finalement, c'est la faute à Vettel, clairement. Et on a vu, bon, déjà, on a vu le bras levé déjà de Leclerc en disant, ok, mais qu'est-ce qu'il fout Vettel? On voit Vettel qui parle en allemand. Alors, s'il y a quelqu'un qui a fait allemand LV2 ou qui fait allemand LV2 au lycée ou au collège, dites-moi ce que Vettel a dit en allemand, mais en tout cas, vu les lettres majuscules qu'il y avait sur la vidéo des meilleurs team radio du Grand Prix de Brésil, je présume qu'il était énervé. Et tellement énervé qu'il donne d'ailleurs un petit coup de pied à la roue de sa Ferrari quand il sort. Est-ce que Vettel, on pourrait pas assister justement à ces dernières saisons, enfin ces dernières courses avec Ferrari? J'ai euh, j'ai discuté avec une amie qui est fan de Mercedes, hein, évidemment, elle se cache pas, fan de allez, Team LH, qui, euh, qui m'a dit que Vettel, il éprouvait depuis Bakou vraiment un sentiment comment dire, un sentiment de grosse amertume, on va dire. Il est vraiment, en gros, Vettel il est vraiment désemparé quoi. Et ce qu'il se dit depuis Bakou, ouais, c'est bon, c'est déjà joué, ça va être Mercedes qui va être champion, tu vois.
enfin championne du coup, puisque voilà. Mais je pense que la saison prochaine, ça va être vraiment la saison décisive pour Vettel. Savoir, en gros, enfin, enfin, en gros, on le pense comme ça, mais si Vettel voit que Leclerc finit, enfin, continue à lui mettre, enfin, pas à lui mettre misère, que ce soit en qualif ou en course, et qu'il finit devant lui au championnat, clairement Vettel partira de Ferrari. Après, pour prendre sa retraite, pour aller dans une autre écurie, on sait pas. Mais ce qui pourrait être sûr, c'est que Vettel fera plus partie de Ferrari. Parce que techniquement, Leclerc fait un petit peu ce que Ricciardo lui a fait à l'époque Red Bull en 2014. Gentiment de le mettre dehors. Comme Verstappen a fait justement à Ricciardo chez Red Bull. Gentiment de le mettre dehors. Et c'est ça qui fait que, bah, de toute façon, déjà, la tension était pas au beau fixe entre Leclerc et Vettel depuis Singapour. Mais là, clairement, avec le double abandon Ferrari, il y a clairement la team Leclerc et la team Vettel. Avec Binotto au milieu, qui sait pas comment gérer. Donc c'est là un petit peu le... C'est ça un petit peu le Vasseur du coup chez L'idée de Vasseur chez Ferrari, c'est que le personnage, c'est un personnage qui est très cash, qui est très franc, qui est autoritaire. Il n'hésitera pas à dire justement les choses. Et vu son caractère, je pense que on va pas dire que Leclerc et Vettel, il va les calmer, mais il peut, il leur met un savon quand il veut, quoi. Quand vraiment ils font de la merde, il dit ouais, vous arrêtez de faire la merde, sinon ça va mal aller pour vous. Genre limite un petit peu une Perez Ocon quand ils étaient chez Force India. Genre en mode limite, ou même chez Mercedes avec Rosberg Hamilton. Vous vous rentrez dedans, c'est soit consigne d'équipe, vous vous êtes rentré dedans, c'est consigne d'équipe maintenant. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est faute à Vettel. Après, les deux, ils ont été. Bref, déjà, Vettel, d'où il retente déjà à l'extérieur, pardon, sur Leclerc, c'est ton coéquipier. Pourquoi tu tentes? Pourquoi tu retentes? Et ma pote, elle m'a dit elle m'a dit, et franchement, je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est que c'est une guerre d'ego. C'est vraiment une bataille d'ego. C'est de savoir, ouais, qui a les plus grosses couilles, quoi, limite. Donc, euh, donc voilà, donc bon, double DNF de Ferrari qui n'était plus arrivé depuis bah, le fameux Grand Prix de Singapour 2017. Hein. Et, tout le monde se rappelle encore, décidément, les fans Ferrari. Ça fait ça fait deux double DNF en 2 ans, donc c'est pas mal. Bon, donc du coup, on va reprendre la course. Donc du coup, double DNF des Ferrari qui donc sort une nouvelle fois la safety car. À noter Stroll aussi, qui se prend un débris des Ferrari, qui casse donc du coup sa suspension avant droite. C'est dommage parce que Stroll il aurait pu marquer des points, sans qu'il était dans le top 10. Donc c'est dommage. Donc 67e tour, la safety car sort pardon, pour la deuxième fois pour permettre au commissaire de nettoyer les débris des Ferrari. Ce qui en profite pour Hamilton qui s'arrête au stand pour prendre des pneus soft. Et là, on a un podium assez inédit puisqu'on a Verstappen, Albon, Gasly. Oui, vous avez bien entendu, Gasly pour l'instant troisième, doublé Red Bull pour le moment, donc c'est pas mal. Donc pour la première fois de la saison, trois pilotes d'une même filière occupent le podium. Puisque en Allemagne, Vettel faisait partie de la filière Red Bull, mais il n'était plus dans la filière Red Bull. Verstappen avait fini premier et Kiat avait fini troisième, rappelez-vous. Mais là, c'est vraiment trois pilotes de la même filière. Genre, t'as vraiment Verstappen, Albon, Gasly. T'as vraiment trois combinaisons Red Bull. Donc c'est pas mal. Sauf que
Le triplé Red Bull, ça va pas, ça va pas être pour tout de suite. Donc bon, 69e tour, Stroll casse sa suspension et puis il doit mettre un pied à terre à seulement 2 tours de la fin. Donc le restart au 70e tour. Hamilton en profite pour directement passer Gasly et prend la 3ème place et menace tout de suite Alexander Albon. Mais Hamilton accroche le Thaïlandais qui part en tête à queue, ce qui permet à Gasly de prendre la 2ème place. Alors là, et on assiste vraiment, on a un top 6, c'est Verstappen, Gasly, Hamilton, Sainz, les deux Alpha. Les deux Alpha 5 et 6 pour le moment, donc c'est pas mal. C'est... Ouais, bah non. C'est pas mal. C'est... C'est pas mal, j'ai pas les mots. Franchement. 71e tour, Hamilton fonce sur Gasly et le menace dans les derniers virages. Hamilton a failli faire le même dépassement que sur Glock en 2008 pour son premier titre. Sauf que donc Hamilton à l'intérieur, Gasly à l'extérieur. Donc ce qui fait que Gasly, justement, grâce au fait qu'il ait pris l'extérieur sur Hamilton, il a de la vitesse pour la longue ligne droite. Et le moteur Honda il est puissant quand même. Hein. Et tout s'est joué en 61 millième. En 61 millième. Donc, fin de la course, Max Verstappen remporte sa 3ème victoire de la saison et sa 8ème de sa carrière devant un incroyable Gasly qui a su résister à Hamilton qui finit 3ème. Mais il est sous le coup d'une enquête suite à son accrochage avec Albon. Eh oui, oui, oui. Donc, le classement de la course. Donc, on a Verstappen, Gasly 2ème, Hamilton 3ème, Carlos Sainz 4ème. Pas mal, une belle performance de la part de McLaren. Les deux Alfa Romeo 5 et 6. Les deux bagnoles n'avaient plus marqué de points depuis l'Autriche. Les deux voitures en même temps n'avaient plus marqué de points depuis l'Autriche. Techniquement depuis l'Allemagne, mais vu qu'ils ont été disqualifiés, enfin non pas disqualifiés, ils avaient été pénalisés, ça comptait pas, mais du coup ouais, depuis l'Autriche ils ont marqué des points. C'est le meilleur résultat d'Alpha d'ailleurs cette saison. Donc Raikkonen 5, Giovinazzi 6, Ricciardo 7, Norris 8ème, Perez 9ème, Kiat 10ème, Magnussen 11ème, Russell 12ème, Grosjean 13ème. Grosjean malheureusement c'est un petit peu la faute à pas de chance. Parce que Grosjean il était, lors de la première safety car, il était 7ème. Et la safety car elle a tout réduit à néant parce que Grosjean il avait plus de pneus. Sur la safety car, Grosjean réussissait quand même à tenir les voitures les voitures qui étaient derrière lui. Il arrivait à les tenir. Il réussissait quand même à stagner, à augmenter l'écart. Mais la safety car, elle a tout ruiné. Et après, il s'est fait bouffer. Il s'est fait bouffer. D'ailleurs, on a eu une petite radio de Grosjean en français qui dit putain de sa mère tellement il était dépité quoi. D'ailleurs, ça s'est ressenti dans en interview avec Laurent Dupin quand il dit ouais c'est quelle année de merde. Enfin quelle année de voilà parce que bon je sais il allait dire le mot. Euh, il a beau tout faire, il a beau genre reprendre les packages de Melbourne, d'ajuster justement des pieds, enfin d'ajuster la voiture et tout. Et au final il est pas récompensé. Parce que j'ai calculé dans mon coin, possiblement le même scénario mais genre sur les safety cars. Et bah Grosjean il aurait fait quatrième. Il aurait fait quatrième du Grand Prix. Il aurait fini derrière Sainz. Quatrième. Il aurait fini devant les deux alphas quand même. C'est... C'est dommage pour Grosjean. Albon 14ème, lui aussi c'est dommage parce qu'il avait le podium, c'était sûr. Hülkenberg 15ème, donc du coup voilà. Kubica 16ème, Vettel 17ème, Leclerc 18ème, Stroll 19ème et Bottas 20ème qui ont tous les 4 abandonné. Ensuite, donc les informations de pénalité, donc on a le podium.
Donc du coup, Verstappen, Gasly, Hamilton. Tranquille. Donc deuxième podium de Toro Rosso. Qui, alors, qui a parié, qui a pensé que cette saison, Toro Rosso allait faire deux podiums? Dites-le moi, qui, avant justement le début de la saison, allait penser que Toro Rosso allait faire deux podiums? C'est... C'est incroyable. 85 points, ouais, 85 points il me semble pour Toro Rosso. Ils avaient jamais eu autant de points en une saison. C'est incroyable. Toro Rosso qui se battent même pour la cinquième place au constructeur avec Renault, hein. Puisqu'ils ont 9 points d'écart, je crois, entre Renault et Toro Rosso, donc c'est pas mal. C'est... Ouais, c'est... Pas mal. Donc du coup, podium célébré par Verstappen, Gasly et Hamilton, pardon. Et 2 heures après, on apprend quoi? Qu'Hamilton est pénalisé de 5 secondes pour avoir accroché Albon. Le pilote britannique est rétrogradé 7ème, ce qui permet à Sainz de prendre son premier podium de sa carrière. Sauf que malheureusement, il n'a pas pu le fêter. Bon, il a quand même fêté avec son équipe. Je trouve ça stylé avec Norris, avec toute l'équipe et tout. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu chier quoi. Carlos Sainz, c'était son premier podium de sa carrière. Et je trouve ça un petit peu nul de le fêter justement, de pas le fêter avec Verstappen et Gasly. Tu vois. D'ailleurs, Sainz qui a eu enfin pas un mot, mais un message de la part de Fernando Alonso qui justement le félicite de son premier podium. D'ailleurs, c'est le deuxième espagnol à réaliser cet exploit. Évidemment après Alonso, qui lui avait fait son premier podium en 2003, il me semble. Je crois que c'était Grand Prix de Malaisie, je crois. Donc voilà, Carlos Sainz troisième. Et Alonso, en parlant d'Alonso justement, je pense que au final, il doit être un petit peu mal parce que, imaginez, il regarde sa télé et il voit un podium avec un doublé Honda et une McLaren sur le podium, sachant qu'il a passé 3 ans à conduire une McLaren Honda avec comme meilleur résultat une cinquième place, puis il conduit une McLaren alors qu'au final, c'est la McLaren de Sainz prend le podium. Incroyable quand même. Bah d'ailleurs, une petite stat, c'est que ça faisait 118 courses que McLaren n'avait plus marqué de podium. Que le dernier podium, ça a quand même été Magnussen en 2014 en Australie. Donc ce qui fait 2000... Je crois plus de 2000 jours que McLaren justement n'avait plus fait de podium. Le dernier podium d'ailleurs de McLaren au Brésil, c'était 2006. Non, pardon, non, pardon. C'était 2012, pardon, avec Button. Et la dernière victoire d'un moteur Honda, bah, ça remontait, hein, puisqu'il s'agissait de d'Ayrton Senna en 91. Ayrton Senna qui a remporté d'ailleurs son premier Grand Prix à domicile. Et Hülkenberg avait fini donc 11ème et pénalisé de 5 secondes pour avoir dépassé Magnussen avant la ligne de safety car. Il finit 15ème. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu le classement. Donc Verstappen, Gasly, Sainz, Raikkonen, Giovinazzi. Mais le pire, c'est que Raikkonen, il aurait pu prétendre au podium, hein. Parce que 6 pilotes, dont Sainz, étaient sous investigation pour avoir utilisé le DRS quand il y a eu le drapeau jaune avec Bottas, hein. Et là, franchement, j'ai croisé les doigts. Bon, après, je commence petit à petit à apprécier Sainz. Je suis. Enfin, je l'aimais pas au début. Je le détestais clairement, puisque bon, c'est manœuvre dangereuse de 2015-2016. 2017 aussi un petit peu. Franchement, je trouvais que ce mec il avait rien à faire en F1.
Mais là, je l'apprécie de plus en plus. Mais j'avais quand même envie qu'il soit pénalisé juste pour voir Raikkonen monter sur le podium. Et d'ailleurs, j'ai une stat sur Raikkonen, c'est que depuis qu'il est en F1, donc c'est-à-dire depuis 2001, il a fait une fois top 4. Une fois, genre minimum une fois toutes les saisons, il a fait top 4. Et là, de voir qu'il fait top 4 avec une voiture qui est quand même 8ème force du plateau, mine de rien, Giovinazzi 5ème. Aussi, c'est franchement. Bon, après, c'est ok, c'est avec les conditions de course, mais Giovinazzi 5ème. Giovinazzi qui dépasse Grosjean en championnat. Eh oui, eh oui, Giovinazzi qui a 6 points de Magnussen. Voilà. On fera un point sur le classement pilote et constructeur plus tard. Pardon, excusez-moi, j'ai des petites remontées. Ricciardo 6ème, Hamilton 7ème, donc du coup. Norris 8ème, Perez 9ème, Dani 4 10ème. Bon, après, ça n'a pas changé. Hein. Magnussen, Russell, Grosjean, Albon, enfin, etc. Alors, hop, voilà, on cache le top bof flop. Donc, en top, j'ai mis Verstappen, Gasly, Sainz, Raikkonen, Giovinazzi, Ricciardo, Norris, Perez, Kvyat, Magnussen, Russell, Albon et Leclerc. Leclerc, je l'ai quand même mis en top parce qu'il a quand même fait une belle remontée, mine de rien. Quand même. Voilà. Euh, En bof, j'ai mis Vettel. Et en flop, Hamilton, Grosjean, Hülkenberg, Kubica, Stroll, Bottas. Clairement. C'est simple et précis. Alors, je n'ai pas de débat, perso. J'ai donc pour combler un petit peu le vide, là on est à 42 minutes de vidéo, on va faire le classement pilote et constructeur. Et après, je vais faire mes pronos que j'organiserai de cette façon de cette façon. Donc je ferai pole, top 3. Bah, en gros, les débris, enfin les pronos des débriefs que je faisais avant avec quelqu'un, c'était pole, top 3, premier DNF et meilleur tour en course. Voilà. Donc, au championnat du monde des pilotes, donc Lewis Hamilton, bon bah 387 points, il garde la tête quand même. Deuxième Bottas 314. Et donc le troisième Max Verstappen qui pour l'instant prend une petite ascendant, enfin un petit ascendant, pas, non, une ascendance, enfin qui prend la troisième place quoi, je sais pas, je sais plus le mot exact comment on dit, je suis désolé, je suis fatigué. Donc Verstappen troisième avec 260 points, quatrième Leclerc 249, cinquième Vettel avec 230 points. Et oui, sixième et septième avec leurs deux podiums respectifs, Gasly et Sainz se retrouvent à égalité de points avec 95 points. Albon 8ème avec 84 points, Ricciardo 9ème avec 54 points, Perez 10ème avec 46 points, Norris 11ème avec 45 points, Raikkonen 12ème avec 43 points, il est bien remonté, pilote finlandais. Nico Hülkenberg 13ème avec 37 points, Dani Kvyat 14ème 35 points, 15ème Lance Stroll 21 points, 16ème Kevin Magnussen 20 points, 17 Antonio Giovinazzi, donc comme je vous l'ai dit, qui passe devant Grosjean, donc 14 points, 18ème Grosjean avec 8 points, et 19 Robert Kubica avec 1 point. Je l'ai remarqué ce matin, je venais de réfléchir, et c'est vrai que Kevin Magnussen et Romain Grosjean ont marqué autant de points que leur numéro de pilote. Parce que Magnussen il porte le 20, il a 20 points, et Grosjean il porte le 8, il a 8 points. Donc c'est clairement, je pense que tout le monde en a rien à foutre, mais j'ai quand même. Je tenais quand même à le dire, voilà, c'est théorie du complot, veulent qu'ils marquent pas plus de points que leur numéro de pilote. Ah, ça serait bien que tous les pilotes prennent le numéro à chaque fois de leur nombre de points. Genre on verrait Hamilton avec le numéro 387. Enfin là, je pars un petit peu en couille, désolé. Donc en constructeur, on a donc Mercedes. Bon bah Mercedes qui creuse encore plus l'écart sans Ferrari, évidemment. Ferrari a fait un 0 pointé. Donc Mercedes 701 points, deuxième Ferrari 479, troisième Red Bull 391,
Quatrième McLaren qui donc conforte sa quatrième place avec 140 points. Et là vous voyez qu'il y a quand même un petit duel, hein, puisque Renault 5ème avec 91 points, 6ème Toro Rosso avec 83 points. Toro Rosso n'a que 8 points de retard sur Renault, ce qui est totalement faisable. Bah pour que ça soit vraiment, je pense, faisable, c'est que faut que une Renault ne marque pas de points et que les deux Toro Rosso soient devant Ricardo. Et là je pense que ça peut le faire. Parce que 8 points c'est rien, hein. 8 points c'est rien, sachant qu'on arrive sur le dernier Grand Prix qui peut ne pas être bénéfique à Honda, à Toro Rosso, mais qui peut ne pas être bénéfique à la, enfin, des bénéfiques pardon, à la Renault. Donc on verra. 7ème Racing Point avec 67 points, 8ème Alfa Romeo avec 57 points, ils reviennent quand même, ils reviennent fort. 9ème As avec 28 points et 10ème Williams avec un seul point. Voilà, donc maintenant on va passer donc aux pronos. Donc les pronos du Grand Prix d'Abu Dhabi, donc qui se tiendra le 1er décembre, évidemment, puisque vous savez que, que la saison se finit en décembre. Ah oui, avant de passer aux pronos, il y a un petit truc dont j'aimerais vous parler, justement, dans un petit, enfin pas un petit débat, mais genre une petite information concernant la Formule 1, évidemment, qui aurait pu faire partie des débats. C'est que on a eu une, enfin on n'a pas eu une rumeur d'abord, on a juste eu une confirmation que Penske, donc il s'engage en IndyCar, bah d'ailleurs a racheté l'IndyCar et a racheté le circuit d'Indianapolis et fait le forcing pour le réintégrer en Formule 1. Donc ça veut dire que potentiellement on pourrait avoir 3 Grands Prix des États-Unis. On pourrait avoir Austin, Miami, bon Miami ça reste encore à faire, et, euh, et, euh, et Indianapolis. Donc à voir, donc la rumeur comme quoi, parce qu'il y avait aussi une autre rumeur, c'est le rachat de Mercedes par Penske et Dimitri Meyspin, donc le père de Nikita Meyspin qui est pilote en F2. Donc ça a été démenti, ils ne rachèteront pas, Mercedes. Et en parlant de circuit aussi, on a oublié une chose, une chose très importante. Interlagos, on pensait tous que ça allait dégager parce que bon, depuis quelques mois, on avait dit que, enfin, il était annoncé que ce serait le dernier ou l'avant-dernier Grand Prix du Brésil à Interlagos, avant de basculer sur Sao Paulo, sur Rio, puisque bon, le président brésilien Jair Bolsonaro voulait justement que la F1 déménage à Sao Paulo, puisque Interlagos ça devenait un petit peu dangereux, puisque bon, les infrastructures ils étaient vieux, ça datait d'une vingtaine d'années et tout. Sauf que apparemment il n'y aurait, enfin, il serait pas possible justement d'accueillir la F1 à Rio de Janeiro, à Rio. Et la, alors celui qui était à Interlagos, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai bouffé son nom. Il est en train de faire le forcing pour que Interlagos prolonge le calendrier jusqu'à 2030. Donc on pourrait avoir Interlagos encore pendant plus d'une dizaine d'années. Clairement, et il a même lancé petite gueulante à ceux qui voulaient justement virer donc Jair Bolsonaro. Il a poussé une gueulante envers lui en disant que soit le Grand Prix du Brésil resterait à Interlagos, soit on retire le Brésil du calendrier. Et je ne peux être que d'accord avec lui, parce que Interlagos c'est clairement l'âme de la F1, c'est clairement l'âme du Brésil. C'est le Brésil ne vit que pour Interlagos. On a vu les plus grosses batailles pour le titre déjà, pour l'exemple de 2007, 2008, 2012. Je peux prendre l'exemple des circuits un peu, enfin des grands prix historiques, comme par exemple 91, avec la première victoire à domicile d'Ayrton Senna, qui est quand même le roi, hein, clairement, ici à Interlagos. On a vu vraiment des grosses batailles avec
Enfin, on a vu des grosses batailles, genre par exemple en 2000, dans les années 2010, justement, Vettel Alonso bataille pour le titre. On a eu par exemple les adieux de Massa en 2016, en 2017 qui s'était fait ici au Brésil évidemment. Donc non pour moi, puis j'aime bien le circuit aussi. Le circuit il est atypique. Autant j'aime pas trop voir le Brésil un petit peu à la télé, mais j'adore les conduire. Par exemple, si jeu de voiture F1 2019, j'adore conduire, j'adore les S, j'adore la petite épingle du virage 6, puis même la remontée au dernier virage pour aller dans la longue ligne droite. Pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs circuits, je pense, du calendrier, avec Spa, Monza, le Castellet, à les limites, même le Mexique ou même les États-Unis. Donc, ça me fait plaisir que l'Intergos soit là encore pour jusqu'à 2030. Bon bah on est à 51 minutes de vidéo, donc il est temps pour moi de couper tout ça. Donc merci d'avoir vu la vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire ce que vous voulez avec. Évidemment, vous avez l'habitude. Donc on se retrouve dans 2 semaines, le 1er décembre, pour le Grand Prix pardon, d'Abu Dhabi. Donc il sera le dernier Grand Prix avant une bonne petite purge de 2 mois. Puisque oui, on va débriefer les essais hivernaux. Et oui, je ferai une petite vidéo sur les essais hivernaux. Je parlerai des pilotes, je parlerai ah oui merde, ah putain mais j'ai oublié de... Pardon, j'ai j'ai oublié de faire les pronos. Désolé. Quoi, j'ai oublié de faire mes pronos, donc je le ferai, je fais vite. Donc en pole position, clairement, je dis Lewis Hamilton, parce que je pense qu'il a envie d'achever la saison sur une bonne note. Top 3, top 3, j'ai envie de prendre un risque, j'ai envie de te dire Verstappen, Hamilton, Leclerc. Pour moi, en fait, j'essaye de croire que Verstappen peut tenter de gagner parce que le moteur Honda, il est quand même pas dégueu. En ligne droite, il est bien puissant, à voir. Le premier DNF, par contre, c'est chaud. Le premier DNF, tu te dis, obligé, va y avoir un crash au milieu du peloton. Genre au premier virage, il se loupe et puis il fait un tête à queue, quoi. Donc, DNF enfin, premier DNF qui je dirais. Sachant qu'en milieu du peloton, t'as qui? T'as potentiellement les Racing Point, Renault, Toro Rosso, potentiellement Alpha. Je dirais. Je dirais Ricciardo. Ricciardo sur casse moteur parce que oui, Ricciardo il commence à être frustré chez Renault. Il le montre pas, mais il commence légèrement à pousser une petite gueulante contre Renault hein, quand même, hein. Donc à voir. Et meilleur tour clairement, je vois une Ferrari le faire. Savoir lequel. Bon, j'ai quand même dire Vettel. Donc Hamilton en pole, Verstappen, Hamilton Leclerc en top 3, Ricciardo en DNF et en meilleur tour pour Sébastien Vettel. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc, je reprends à liker, à partager, à vous abonner, évidemment. Et puis, euh, et puis ben, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!